Acheter en couple, vous y pensez, c'est peut-être un de vos projets et vous vous posez certainement plein de questions. Comment faire quand les apports sont différents? Que faire en cas de divorce, de séparation? On va tenter de répondre avec nos chroniqueurs aujourd'hui à toutes vos questions dans ce nouvel épisode du Rendez-vous des Proprios en collaboration avec Eloya, PNV, Brico, Belle Charge et Imovlan. Et encore une fois, évidemment, une belle brochette d'experts et de passionnés. À mes côtés, on retrouve Renaud Grégoire. Bonjour Renaud. Bonjour David. Porte-parole des notaires. C'est quoi exactement un porte-parole des notaires? Il fait quoi au quotidien? Eh bien, il exprime la position de la Fédération des notaires sur différents sujets. Donc, par exemple, s'il y a le baromètre immobilier, on va aller expliquer à la presse les chiffres qui ont été analysés l'année précédente. On t'a appelé il y a quelques jours pour évoquer un peu les différents sujets qu'on pouvait aborder dans cette émission. C'est toi qui nous as dit il faut faire l'achat en couple. Tu vas nous dire pourquoi dans un instant. On va continuer les présentations avec le retour d'Élodie Sorgelos. Bonjour Élodie. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Élodie qui est à la tête d'une très belle communauté de propriétaires. Allez voir ça sur les réseaux sociaux, les liens vers les comptes de nos chroniqueurs en commentaire de cette vidéo. Comment ça va Élodie? Ça se passe bien en ce moment? Les investissements, ça va dans le bon sens? Ça va dans le bon sens, qu'on a investi seul ou en couple, mais on en reparlera. Et puis il a fait son petit dégradé pour venir aujourd'hui. C'est la star d'Hélène 24, mais c'est bientôt aussi notre star à nous, Sylvain Couchant de Century 21 Everone. Bonjour. Ah mais non mais. Bonjour Davy. Tu sais que je t'apprécie beaucoup, j'adore ton énergie. Tu es venu pour la première fois à Batibo et entre toi et moi il y a eu un coup de cœur incroyable. Oui c'est vrai. Et j'ai insisté auprès de la patronne pour dire il faut qu'il revienne. Comment tu vas? Ah mais donc en fait ce n'est qu'à toi que je dois ma place sur cette chaise ce matin. En fait. Évidemment. Il y a la patronne puisqu'elle a toujours le dernier mot évidemment, vous le savez. Hein. Elle est dans l'ombre mais elle est bien présente ici aujourd'hui. Comment ça se passe chez Century 21? Bah écoute très bien, très bien. C'est une belle année qui s'annonce même si on est quand même sur un marché qui se serre un petit peu. Hein. Même dans le nord-nord-ouest de Bruxelles? Dans le nord, dans le nord-ouest et dans l'est. Hein, puisqu'on est principalement même basé sur Evere et Woluwe Saint-Lambert. Acheter en couple, c'est le sujet du jour. Vous réagissez dès maintenant sur le WhatsApp de l'émission, mais aussi en commentaire de cette vidéo sur YouTube. Les meilleurs moments sur nos réseaux sociaux. Le before, ça démarre. Le before, c'est simple. Je vous demande de venir avec un objet, un chiffre, une anecdote, une citation pour contextualiser, mettre un peu l'ambiance dans ce début d'émission. Renaud, c'est toi qui va démarrer. T'es venu avec quoi? Je suis venu avec simplement le constat que les deux sujets que l'on retrouve partout autour de nous, dans les médias, dans les films, dans l'actualité, c'est le sexe et l'argent. Et ce sont les deux sujets dont on parle le moins dans les ménages, dans la vie privée de couple. Et donc on n'est pas sexologue ici autour de la table, en tout cas pas personnellement. Et donc on va plutôt parler un peu d'argent et d'immobilier parce que c'est un sujet où il faut parfois un peu aider les gens à se lancer, à partager les informations. Il y a souvent un non-dit, il y a souvent un peu une gêne. Et donc je trouve que c'est important d'apprendre à parler de ça. Je le rappelle, c'est toi qui nous as donné envie de faire ce sujet. Donc j'ai hâte de découvrir tout ce que tu as à nous dire. Élodie, t'es venue avec quoi? Alors je suis venue avec un objet, mais pas n'importe quel, des clés. Les clés du premier bien que j'ai acheté en couple. Et pourtant à la base, c'était pas gagné, mais je vous expliquerai ça après. Oh, experte en teasing, j'aime beaucoup. Sylvain Couchant, il est venu avec quoi? Eh bien écoute, en toute sincérité, il est venu avec rien. Anthony Urbain, sort de ce corps. Mais t'as bien quelque chose à nous dire. Non, par contre, tu me demandes, tiens, vite fait, une anecdote... Mais moi, c'est plutôt alors vente en couple, ouais, à laquelle je pense là maintenant. Et c'est vrai que nous, on rencontre énormément de clients et parfois avec et des clients qui peuvent être parfois très pointilleux, très compliqués, très regardants. Et je me souviens d'un dossier où j'avais en fait une vente d'un couple de nanas, mais avec une différence quand même d'âge d'une dizaine, quinzaine d'années et qui était tous les jours, j'avais des appels, machin, etc. Enfin, c'était très difficile de tenir cette mission et de garder la confiance en fait de ses clientes. Et alors, j'en ai une des deux qui s'est cassé le pied. Et j'ai un de mes collaborateurs qui a eu le malheur, c'était la plus âgée, qui a envoyé un message à la plus jeune pour lui dire « Comment va ta mère ?» Ouh là là. Le retour de flamme que je me suis pris, mais on a quand même finalement vendu la maison. Et c'est le plus important. T'as pris ta commission et puis ce couple est heureux. Les honoraires, magnifique. On a surtout aussi accompli un projet de vie. Bon allez, on démarre les amis, on rentre dans le vif du sujet, acheter en couple. Rapidement, petit tour de table. Quand je vous dis acheter en couple, quelles sont les images qui vous viennent en tête, les mots-clés, Élodie?
Je dirais que ça peut faire peur dans un premier temps, mais c'est aussi une belle aventure et donc je pense que la question se pose à un moment donné, que ce soit pour sa résidence principale ou pour investir. Je dirais qu'on n'exclut pas l'un sans l'autre, mais c'est plutôt l'un et l'autre qui peuvent être vraiment quelque chose de bénéfique pour tout le monde. Renaud, pourquoi ça fait peur? C'est vrai que ça fait peur alors que normalement ça devrait faire rêver et ça fait rêver aussi. Alors, acheter en couple, c'est une évidence, c'est la logique même de la vie, je dirais, que l'on a envie de mener, ou on a envie de développer éventuellement une aventure familiale. On peut avoir envie de le faire seul pour différentes raisons, mais quand on le fait à deux, il y a cette petite angoisse parce qu'il y a des rapports financiers à gérer, comme on le disait. Et cette angoisse, c'est facile de l'évacuer à partir du moment où on en parle. Et donc effectivement, les rapports financiers, comment on va payer le crédit, on va en reparler après, si un des deux amène plus de fonds, ce qui est évidemment systématique, c'est assez rare que les deux arrivent exactement avec 7 582 € chacun, donc c'est assez rare, il y a souvent un des deux qui a un peu plus de facultés, et donc il faut mettre ça par écrit, il faut arriver, il faut venir avec des solutions, c'est pas un problème, il faut en parler. Sylvain, toi t'es un grand romantique, t'as acheté en couple aussi. Je n'ai fait que ça. En préparation d'émission, quand je te disais achat en couple, toi c'était amour, projet, que des choses positives. Ah oui, exactement, pour moi c'est ce que ça m'évoque, c'est surtout c'est l'émotion, c'est le projet de vie, c'est la famille, c'est le cocon familial qui va se créer. Et en pratique, c'est vrai que c'est que les clients, quand ils viennent à l'agence, ils sont déjà d'accord sur la manière finalement dont ils vont se répartir l'argent finalement qu'ils vont injecter en fonds propres, par exemple, dans la maison qu'ils vont acheter. Ça, ils ont probablement déjà réglé avec Renaud. Alors, on croit en l'amour, évidemment, dans cette émission, mais si cette émission a une raison d'être, c'est aussi pour évoquer potentiellement tous les problèmes. Mais on ne veut pas non plus dépeindre des situations qui seraient à chaque fois problématiques, mais on est obligé d'évoquer les problèmes pour s'assurer qu'après, vous puissiez acheter sans souci. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle est la meilleure stratégie à adopter quand on veut acheter en couple? Est-ce que par hasard il faudrait pas d'abord acheter seul avant de se dire tiens, achetons en couple? Élodie? Alors c'est vrai que la question peut se poser. Tout à l'heure je suis venue avec un objet, les clés du premier bien que j'ai acheté, qu'on a acheté du coup en couple. Mais avant ça, j'avais le raisonnement inverse de me dire je vais d'abord acheter seul, me sécuriser, comme ça si jamais un jour il doit y avoir un problème, je peux retomber sur mes pieds et il n'y a aucun souci. Après, quand on rencontre la bonne personne, ça devient une évidence et puis on peut passer ce step-là, mais en étant rassuré. Donc oui, ça peut effectivement être une bonne première piste, mais pas la seule. Oui, et en même temps, c'est vrai que le premier achat, si on le fait jeune, ça peut aussi être le très bon tremplin justement pour pouvoir après acheter son cocon familial. Après Renaud, acheter en couple, c'est parfois finalement la seule solution pour acheter son premier bien. Donc ça va dépendre de l'importance. Donc moi j'aime bien vos deux réactions parce que ça montre simplement qu'il faut y aller rapidement. Si on a la chance d'être déjà un peu dans le chemin de vie où on est avec quelqu'un avec qui on a envie de partager un bout de chemin, alors faisons-le à deux. Si effectivement on n'est pas dans cette phase-là et qu'on a envie de le faire, c'est clair que c'est plus intéressant et les meilleures affaires dans l'immobilier, elles viennent souvent des personnes qui ont acheté assez tôt un studio, un petit appartement qui effectivement après un certain temps a été revendu en se disant ok on va passer à la phase supérieure. Et donc la question c'est plus la vie qui va déterminer de savoir est-ce que ça va se faire en couple ou seul. Donc moi je partage pas l'idée de dire il faut acheter d'abord tout seul pour commencer. Je pense que si on est déjà dans une phase où on est avec quelqu'un, il n'y a aucun problème de le faire à deux. Mais effectivement l'idée c'est de dire ok, comme tu dis très bien, ça devient plus facile en tout cas, ou ça devient très difficile de le faire tout seul. Et donc le faire à deux, ça doit plutôt être une source d'énergie, outre le fait qu'on a un projet commun qui est évidemment très gai. Mais d'abord, c'est plus facile à deux financièrement, ça c'est une évidence. Et ça va surtout rassurer les banquiers chez qui on va devoir aller chercher un peu d'argent. On va en parler dans un instant justement des banquiers, on va parler aussi forcément des notaires aussi qui ont un rôle important dans l'achat en couple. Mais continuons à creuser un peu au niveau des stratégies. Quels sont un peu les red flags avec votre expérience d'achat en couple? Quels seraient les red flags ou alors justement les choses qui devraient rassurer dans un couple pour se dire ok on est prêt à acheter ensemble ou justement non, vaut mieux attendre un peu? Élodie? Je pense que les complémentarités sont aussi importantes. On parle souvent d'achat en couple dans un projet d'investissement d'une résidence principale, mais on peut investir dans l'immobilier aussi pour générer des revenus complémentaires. Et si on prend ce deuxième point, il faut être complémentaire, de bien définir les rôles, qui va faire quoi, l'implication, toutes des choses qu'il faut aussi discuter, histoire que l'une personne ou l'autre ne se trouve pas lésée et peut regretter aussi à un moment donné d'être un peu mis sur le carreau ou de ne pas avoir la sensation d'être sur une part égale, ce qui peut poser des problèmes dans la relation
attention. Et puis pour la suite du parcours immobilier aussi, donc bien en discuter et voir à quel point on peut être fort dans certains domaines, un peu peut-être plus faible entre guillemets dans d'autres, mais une complémentarité qui en fait au final une force pour avancer mieux. Alors quels sont ces domaines, quelles sont ces complémentarités qui peuvent être intéressantes et importantes dans l'achat en couple, Élodie? Typiquement, on peut avoir des personnes qui sont très fortes dans la recherche de biens, dans l'administratif, d'autres qui vont plus s'occuper de la gestion des travaux, de la mise en location. C'est aussi dispatcher un petit peu pour voir qui fait quoi, à quel moment, et si on sait avoir idéalement une charge qui est assez bien répartie pour vraiment faire en sorte que le projet soit un succès. Ça peut être ça, mais ça peut être bien d'autres choses. Renaud, tu as rencontré des couples, t'en as vu aussi qui se sont séparés, qui ont divorcé. Avec l'expérience, quels seraient les red flags pour toi ou les choses où tu te dis ok, maintenant avec l'expérience, ça je sais que je peux le dire, je peux conseiller en disant là je vous sens pas prêt, vous n'êtes pas prêt? Alors c'est pas qu'on les sent. Alors il y a deux red flags pour moi. C'est la limite du budget, c'est-à-dire qu'on a toujours un peu ce réflexe d'aller à la limite de son budget. Et on a toujours un peu tendance à dire attention, la vie est quand même remplie d'imprévus. Quand on achète un bien immobilier, on trouve rarement dans les murs des lingots d'or, et donc parfois on trouve plutôt des misères. Et donc si vous êtes dans une situation où vous vous mettez à la limite financièrement et qu'il arrive le moindre truc, c'est compliqué. Et quand on est à deux et que c'est compliqué, c'est encore plus compliqué parce que il y a en plus savoir qui est responsable, je t'avais bien dit, on n'aurait pas dû faire ça. Et donc ça crée une certaine tension. Ça c'est un des problèmes. Et l'autre, c'est les travaux que l'on engage. Quand on lance des travaux, il y a toujours une phase où la maison vaut moins, où l'appartement vaut moins que quand on a acheté. Donc on vit comme notaire des situations où vous avez un des deux qui a la chance d'être un bon bricoleur qui travaille, qui est entrepreneur, qui est maçon, qui est menuisier, peu importe les travaux qu'il va faire, qui va décider en couple, dire ok, moi je vais faire ça. Sauf que évidemment le timing, quand vous bossez en fin de journée, que vous avez des grosses journées, que vous travaillez le week-end, ça prend parfois plusieurs mois, voire plusieurs années pour rénover un bien. Et quand vous êtes à deux, votre timing n'est pas le même que celui de votre conjoint. Ouais. Et donc il y en a qui se satisfont de vivre dans un bien où il y a encore un peu de Goldman par terre pendant plusieurs mois. Il y en a d'autres pour qui c'est un peu plus compliqué. Quand vous regardez dans la glace le matin parce que vous devez aller bosser et que vous essayez de voir entre la poussière comment ça fonctionne, ça marche pas très longtemps, ce genre de truc. Et donc ça, gérer les travaux. Et alors le problème, c'est quand vous mettez en vente un bien parce que vous vous séparez après 1 an ou 2 après avoir acheté un bien et que le bien il a été massacré, vous perdez de l'argent. Vous partagez des dettes. Hein. Donc ça, pour moi, c'est les deux red flags. C'est vraiment de dire, on se met pas vraiment dans le rouge à la limite. Et 2, quand on lance des travaux, on doit quand même être un peu sûr de son coup parce que c'est quand même une période qui est plus compliquée. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire. Mais il faut être quand même un peu attentif à ça. Ça passe encore une fois par la communication. Hein. Quand on parle de couple, d'amour, on revient souvent sur ce sujet-là, qui est la clé pour résoudre pas mal de problèmes. Oui, je te sentais inspiré. Ouais, lance-toi, vas-y. Moi, je dirais surtout aux gens, c'est de se poser les bonnes questions. Ouais. Parce que si les questionnements sur l'achat en couple, c'est juste une question, entre guillemets, d'argent, il y a toujours votre notaire qui peut vous aider. Donc tout ça, il y a des contrats que vous pouvez faire, etc., pour sécuriser une transaction. Par contre, si vous posez des questions sur il existe des tensions et je vais peut-être me barrer demain, c'est des tensions dans le couple en se disant je vais pas rester avec cette personne, il faut absolument pas se lancer dans le projet. Donc c'est pas acheter un bien qui va sauver votre couple, c'est pas faire un enfant qui va sauver votre couple. Alors il faut pas le faire. Le paradoxe de l'achat d'un bien ou de l'investissement dans un couple, c'est que on a une nature et dans le monde moderne on est toujours un peu prudent. On se dit toujours, et des statistiques, comme tu le disais tout à l'heure, Davy, on est à peu près une séparation, un couple sur 2 qui va pas tenir dans la durée. Et donc on se dit on va être prudent. Sauf que pour qu'un couple fonctionne, il faut y aller franco. Ouais. Et donc ça c'est le problème, c'est que si vous voulez que ça fonctionne, il faut prendre des risques. Il faut y aller et faire confiance en l'autre et y aller à fond. Sauf que quand vous avez fait ça une fois et que c'est parti en cacahuète, la deuxième fois c'est plus compliqué et la troisième fois c'est vraiment très difficile. Et donc la difficulté c'est d'y aller à fond parce que c'est comme ça que ça marche, mais en gardant quand même des garde-fous. On parlait souvent avant d'aborder justement le sujet du notaire et de tout ce qu'on peut mettre en place pour justement peut-être anticiper des potentiels problèmes. On parlait dans certains épisodes que finalement le meilleur investissement c'est pas d'acheter le bien dans lequel on vit, mais un bien qu'on peut mettre en location. Est-ce que le premier achat en couple, ce serait pas une bonne stratégie d'acheter d'abord un bien qu'on va louer à quelqu'un avant d'acheter celui dans lequel on va habiter ? Le seul ennui, c'est que fiscalement, ça coûte pas la même chose. Donc, c'est-à-dire que quand vous achetez un bien aujourd'hui, que ce soit l'abattement à Bruxelles, qui est quand même assez intéressant, ou les réductions dans les autres régions ou autres, vous les avez pas si vous allez mettre un locataire dedans. Et donc, effectivement, moi j'ai toujours soutenu que c'est important d'avoir un pied dans l'immobilier, que ce soit un terrain à bâtir, que ce soit un appartement de location ou un code, peu importe. Mais d'avoir un bien, c'est quand même bien de ne pas perdre, de ne pas se distancier du marché. Mais par contre, si vous devez acheter un bien et que ça vous coûte 15% d'achat, c'est pas la même chose que si ça vous en coûte un tiers. Hein.
Élodie, les banques, j'imagine sur papier, c'est 2 sources de revenus, donc c'est plus intéressant. Est-ce que ça fait peur aux banques des couples qui achètent ou pas du tout ? Pas du tout, justement, comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que ça peut être un avantage parce qu'il y a 2 sources de revenus, il y a 2 garanties. Si l'un devait perdre son emploi, la banque pourrait être assurée d'être payée au niveau du crédit grâce à l'autre et ainsi de suite. Donc non, c'est plutôt une force et même c'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi pour aller plus loin. Donc on peut acheter son bien, sa résidence principale, soi-même en couple et se dire après, on continue comme ça parce qu'on est à 2, on a une force de frappe, ensemble on est plus fort et on continue. Donc non, c'est vraiment un avantage plutôt qu'un inconvénient. Et au-delà d'une force, parce que c'est très juste ce que dit Élodie, ça devient aussi une nécessité. Parce qu'acheter tout seul aujourd'hui, c'est pas évident. Mais tu le disais, Renaud, les chiffres le montrent, c'est de plus en plus difficile d'avoir un crédit quand on est seul. Il faut amener beaucoup de garanties, il faut avoir parfois aussi de gros apports. Donc acheter en couple est une bonne solution pour démarrer dans l'investissement immobilier. Alors on vient de faire un petit tour général un peu des stratégies qu'on peut adopter. Maintenant on va rentrer dans le dur avec toi, Renaud. Le notaire, c'est un acteur important, surtout quand on achète en couple. Il y a plein de choses à faire. Mais juste avant, est-ce que quelqu'un peut me rappeler 2 secondes, quand on se marie, il y a différents types de contrats. C'est ça, en communauté, partage de biens. Juste un petit récap, Renaud, pour qu'on comprenne bien. On va essayer de faire simple. Ouais. Quand on se marie, si on ne fait pas de contrat, on tombe dans un régime de communauté. Okay. Le régime de communauté a quelques avantages et quelques inconvénients. L'avantage, c'est qu'il y a une solidarité qui se crée, c'est-à-dire que tous les revenus qu'on va générer pendant le mariage sont communs. Et donc, on va, si on met de l'argent de côté, c'est de l'argent, même s'il est sur le compte d'un des 2, qui est commun. Alors parfois, c'est pas ce à quoi on a envie d'être confronté, et donc parfois on a envie d'avoir un autre régime et donc de sortir de la communauté. La communauté a un autre gros avantage, c'est le fait que si vous héritez ou que vous recevez de l'argent, vous avez d'office le droit de récupérer cet argent à la sortie éventuelle du couple. C'est-à-dire que j'ai reçu 50 000 € de mes parents, j'ai hérité, je suis en communauté, la loi prévoit d'office que cet argent fera l'objet d'un décompte. Dans le jargon, on appelle ça une récompense. Mais quand le notaire dit ça, il prend des baffes dans les films, donc je ne le dis pas. Et donc l'autre régime, si je ne veux pas être dans la communauté, parce qu'il y a cet inconvénient aussi d'être tout en commun, et l'autre inconvénient, c'est que si un des 2 fait des mauvaises affaires, ce sont les mauvaises affaires du couple, donc c'est un problème. Et donc si on ne veut pas être dans la communauté, il faut faire une séparation de biens. Alors il y a d'autres nuances, il y a des participations aux acquis et aux autres. La séparation de biens, c'est quoi ? C'est le régime dans lequel vous êtes si vous êtes simplement en couple. Quand vous vous mettez avec quelqu'un, que vous êtes cohabitants légaux ou que vous êtes simplement cohabitants de fait, en gros vous êtes en séparation de biens. C'est la même chose, c'est un régime qui dit que ce qui est sur ton compte, c'est à toi, ce qui est sur mon compte est à moi. Si on a des choses à nous 2, c'est à nous 2. En gros, c'est ça. Et donc, dans ce système-là, fatalement, si on a investi 50 000 € dans la toiture d'une maison qui t'appartient et c'est des 50 000 € qui viennent de chez moi, si on ne règle pas cette question, et on va en reparler, effectivement, ça peut être un problème. Sylvain, toi, tu as choisi quel type de contrat en te mariant ? Moi, j'ai pas de contrat. T'as pas de contrat ? Non. Donc, on a même qu'un seul compte. Ok, donc t'es en communauté alors, si je comprends bien la logique. Exactement. Et quand on a des projets d'investissement immobilier, est-ce qu'il y a un type de contrat plus avantageux ? Ça dépend. Donc j'aime bien l'exemple de Sylvain. Dans son cas où il fait des projets avec son conjoint, c'est pas un problème, c'est super. Et si même un des 2 reçoit à un moment donné un cadeau qui vient du ciel ou des parents, c'est très bien, on s'en fout, ça pose pas de difficulté. Par contre, si Sylvain voulait faire ses projets, par exemple, avec un frère ou une sœur en disant on va faire des crédits, on va se lancer dans un projet, et qu'il avait envie de dire ce n'est pas un projet de couple, c'est un projet sur le côté, ça c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'en communauté, c'est d'office à 2. Et donc, ça va dépendre un peu de l'envergure du projet. Si un entrepreneur qui arrive, qui a déjà une société, qui est avec d'autres associés, qui veut développer une nouvelle activité, qui considère qu'il y a plein de choses en commun, mais ces activités-là, elles ne doivent pas être en commun, alors en communauté, c'est plus compliqué. Okay. Donc il n'y a pas un régime qui est mieux qu'un autre. Il y en a qui s'adaptent mieux, et donc c'est l'intérêt, quand les gens qui veulent se marier, on le dit toujours, allez voir le notaire, au pire, vous ne ferez pas de contrat, il vous dira, finalement, votre situation ne justifie pas, mais c'est important de le faire, et c'est important de le faire avant, parce que quand on change en cours de route, c'est plus cher. Élodie, t'as accompagné des couples justement devant les notaires, et quels sont les points importants à relever ? Pour faire un petit peu suite à ce que tu viens d'expliquer, on remarque souvent que les gens ne savent pas qu'est-ce que leur contrat de mariage implique dans un investissement. Et donc souvent, il y a des croyances, il y a des informations fausses qui circulent, et on doit vraiment tout réexpliquer qu'est-ce que comprend, ce qu'ils ont fait. Ils doivent souvent repasser par notaire aussi, parfois pour faire des modifications. Donc en fait, on remarque quand même que les personnes, pour aller plus loin, sont souvent perdues. Donc je pense que peut-être une meilleure prévention devrait être faite à ce sujet, parce que vraiment, ils ne savent absolument pas. Bon, certains quand même, heureusement, mais la plupart ne savent
savent pas et se retrouvent parfois dans des situations un petit peu dramatiques où on va injecter de l'argent, on va faire des travaux, on va faire plein de choses et puis le jour où malheureusement ça se passe mal, ça pose problème. Dans les faits, on voit que les gens réservent le traiteur avant de parler au notaire, soyons clairs. Non mais clairement, et c'est pour ça qu'on alerte aussi aujourd'hui les gens sur le fait de très vite aller voir le notaire, parce qu'il y a plein de choses aussi qui rentrent en considération. Tu parlais en préparation, tu disais, ok, il y a des gens qui arrivent et qui mettent 25 000 €, l'autre qui dit, ok, moi je mets pas d'argent dès le départ, mais je vais rembourser le crédit hypothécaire, et puis tu as d'autres qui, il y a une forme d'équilibre financier dès le départ, mais par contre on a un des deux qui tous les jours va bosser dans la maison pour la rénover, et puis à la fin il y a une séparation, et le gars il dit, mais attends, ou la femme elle dit, mais attends, moi j'ai bossé des heures et des heures et des heures, et ça on n'a pas valorisé. On peut valoriser tout ça aussi dans un contrat Alors ça nous amène sur le vif du sujet, qui est de dire, ok, comment je gère la question de dire, ok, il y a des apports différents, il y a des remboursements différents, il y a de la main d'œuvre, parfois c'est le père d'un des deux qui est super bricoleur, qui va retaper la maison. Et donc évidemment que dans une vie de couple, on va pas valoriser le travail de beau papa qui est venu travailler pendant de nombreuses soirées, pendant des week-ends entiers avec toute son équipe. Et pourquoi pas? On pourrait. Non, quand tout va bien. Mais par contre, quand ça ne va pas, ça pose un problème. Et donc ça nécessite la question de dire, ok, c'est un sujet. C'est un sujet, comment on le fait? Est-ce qu'on est d'accord? Et probablement qu'ils vont dire, non, c'est logique, je le fais avec plaisir. Et donc voilà. Et donc c'est compliqué parce que ça nécessite simplement de se poser la question. La base, c'est de dire, vous recevez un décompte qui est assez facile à établir puisque sur notaire.be, vous avez déjà un calculateur qui va vous donner. Vous savez que vous allez devoir amener au moment de l'achat, généralement, les frais d'acte, les droits d'enregistrement, les frais qui sont engendrés par le crédit et par l'achat. Éventuellement une partie du prix, ça dépend un peu du contexte, éventuellement les travaux. Et donc vous savez qu'il va y avoir des fonds propres qui doivent être générés. Et donc on sait qu'à partir du moment où il faut amener 20 000, 30 000, 40 000, peu importe, eh bien il faut les trouver. Si les deux amènent exactement la même chose, que les deux vont rembourser le crédit exactement de la même façon, c'est bon, il n'y a rien à faire. Par contre, comme c'est quand même dans la plupart du temps les cas, si un des deux a la chance d'avoir des fonds qu'il va amener, qu'il va générer, qui a plus de moyens, c'est dommage de laisser sur son compte 50 000 € et d'aller devoir les emprunter en plus, alors qu'en fait ils dorment et qu'ils ne servent à rien. Et donc autant les mettre dans le projet, autant faire une convention, c'est ce que les notaires proposent généralement, faire une convention, préciser qu'un des deux a amené un montant X ou Y, indiquer par exemple dedans que ça génère un intérêt, alors parfois c'est un élément qui est de base, c'est facile à faire, ça demande quelques minutes de discussion, c'est quelque chose que les parties peuvent même développer parce que si plus tard on remet de l'argent, on rajoute, et donc c'est vraiment la base du raisonnement. Vous achetez à deux, discuter 5 minutes du mode de financement, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Mais je posais la question aussi de l'apport en nature, on va dire. Ça se passe aussi quand on crée une entreprise. Certains amènent du cash, d'autres amènent des compétences et on les valorise. Est-ce que dans l'achat d'un bien, on peut aussi valoriser dès le départ le fait qu'on va travailler Donc ça se fait, donc on l'a déjà fait dans les études. Un des deux va dire, ok, moi je vais passer de mon temps, je vais passer en mi-temps pendant un petit temps parce que je vais amener ma main d'œuvre et donc je vais rénover le bien. Et donc évidemment la difficulté, c'est que quand on fait ce type de convention, généralement on le fait pour ce qui est déjà fait. Quand vous faites une convention en disant je m'engage à travailler pendant 5 ans dans ma maison ou pendant 2 ans ou pendant 1 an, c'est plus compliqué. Ce qui est intéressant à faire, c'est de dire aux personnes qui sont concernées, écoutez, vous avez acheté un bien, vous avez investi de l'argent, il y en a un des deux qui a bossé comme un malade, l'autre qui a mis un peu plus d'argent, maintenant vous avez fini, vous êtes installé, demandez à votre notaire de faire un petit document précisant simplement les modalités, ou bien faites un papier entre vous en disant nous estimons, c'est vraiment assez basique, mais ça nécessite un exercice que l'on ne fait pas facilement. Sylvain, excuse-moi, mais tu disais que parfois, donc en apport en fonds propres, il y a certaines parties qui négocient un intérêt? Non, c'est-à-dire que c'est pas qu'on négocie, c'est que il y a de tout. Donc il y a l'autre solution, certains notaires ou certaines personnes disent moi j'ai amené 50 000 € de plus, donc je vais prendre 60% de la maison et toi tu vas prendre 40% de la maison. Donc ce genre de situation se pose. Mon point de vue, mais c'est totalement personnel, ça ne me paraît pas l'idéal parce que comme on va s'investir à deux dans la maison à fond, moi, j'ai pas envie que quand je vais prendre mes rideaux, je mette mes rideaux que pour 40%. Donc, ça me paraît plus logique. Mais c'est une question de point de vue. Donc, les deux. Et donc, ça, dans mon esprit, ça paraît plus logique de dire on fait 50-50. Mais par contre, si un des deux a investi 50 000 balles dans le projet, eh bien, ils récupèrent ces 50 000 balles et éventuellement, s'ils estiment que c'est nécessaire, donc c'est vraiment une éventualité, on précise qu'il y a un intérêt parce que s'il les avait placés sur son livret, il aurait eu un intérêt. Sylvain, quand j'écoute Renaud, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit anticiper, beaucoup de discussions à avoir. Dans les faits, est-ce que les gens se posent toutes ces questions-là? Est-ce qu'ils prennent le temps d'anticiper, de faire ces conventions? Non, la plupart du temps, non. Ils disent que tout sera beau, tout sera magnifique et on avance. Généralement, ils ont déjà vu leur notaire quand ils viennent nous voir et qu'ils veulent concrétiser leur projet. Ou alors on arrive dans des situations où t'es
tu es en pleine séparation, tu es en instance de divorce, et là, on arrive vraiment, quand il n'y a plus de communication, nous, entre le marteau et l'enclume. Quoi. Ouais. Et on doit jouer l'arbitre, on doit faire... c'est parfois très très compliqué parce que finalement, nous, on nous crie dans les oreilles et finalement c'est nous qui prenons chaque fois pour l'autre. Quoi. Les conventions qu'on établit dès le départ, on peut en cours de parcours les modifier. Avant de le faire, c'est pas un acte, c'est une convention, ça va dépendre du travail que ça génère. Mais c'est un document, c'est un simple document Word, c'est un modèle qu'on peut adapter, les parties peuvent le faire elles-mêmes. Sauf que spontanément, dans une vie de couple, c'est plus facile de parler comment ta journée de travail s'est passée que de dire écoute, maintenant on va faire les comptes parce que comme ça on met ça à plat. Et donc c'est pas quelque chose de naturel. C'est pour ça que l'aide d'un tiers, d'un notaire ou éventuellement d'autres personnes est intéressant, c'est d'au moins mettre le doigt sur les petites choses. Voilà. J'imagine aussi quand on achète en couple qu'il y a une forme de solidarité. Pour tout, les factures sont de nom et s'il y en a un qui paye pas, c'est pour l'autre quoi qu'il arrive. On est d'accord, Renaud ? Oui, c'est l'engagement qui est pris par les deux. Alors peu importe les arrangements qui peuvent se présenter, mais le précompte immobilier, les droits d'enregistrement, les frais, les travaux, les factures des travaux, tout est tenu par les deux, peu importe les arrangements qui sont pris par le couple. Elodie, même si c'est une question encore une fois pour Renaud, on est dans le sujet des notaires, dans la fameuse convention, parfois, moi qui suis entrepreneur, je pense toujours au pacte d'actionnaires où on peut mettre beaucoup de clauses dans cette fameuse convention. On peut vraiment aller très très loin dans les clauses, on peut vraiment tout anticiper, tout dire et vraiment. Alors on peut effectivement bien la détailler, mais il faut surtout la mettre à jour, parce que c'est bien de l'avoir fait au départ, mais au fur et à mesure du temps, on peut se dire, voilà, ça c'est fait, on avance, on oublie un petit peu ça, et le jour où on doit en rediscuter, si on n'a pas suivi l'historique, ça va être compliqué. Donc voilà, bien le prévoir en amont, bien le détailler, mais continuer à l'alimenter aussi. Et c'est pas un tue-l'amour, que du contraire, c'est une sécurité, une stabilité pour permettre au couple d'être sain et de tenir dans la durée aussi par rapport à ça. Oui, puis on pile le document, on le met dans une armoire. C'est une façon de rendre cette question financière un non-sujet. Plus on en parle, moins c'est un sujet. Donc c'est-à-dire que si on n'en parle pas, ça devient un sujet latent, on l'a derrière l'esprit. Le jour où les assiettes volent, on se dit il m'a en plus escroqué, j'ai mis de l'argent à la maison. Et donc à partir du moment où on a mis ça par écrit, voilà, terminé. Et pour se protéger en cas de désaccord, on est d'accord que c'est à ce moment-là que tout se joue. Il y a aussi des choses qui se jouent avec la banque, qui peuvent se négocier avec la banque, ou c'est avec toi que tout se joue, Renaud, enfin, avec les notaires. C'est-à-dire qu'avec la banque, la seule chose qui peut se poser comme question à la sortie, c'est éventuellement de solliciter une suspension du remboursement en capital parce qu'on est en difficulté, parce qu'on se sépare, parce qu'on va vendre. Mais globalement, la banque, elle dit, moi, vous me devez des sous, vous les payez, point, terminé, quoi. C'est logique. En cas de sortie, vous savez quoi, on va terminer ce moment de questions-réponses. En cas de sortie, de séparation, on va aborder ce sujet-là rapidement. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau-là, Elodie ? En cas de sortie, c'est une très bonne question. Ouais. Moi, j'encouragerais les gens à communiquer. Ouais. Toujours, c'est le maître de tout. Et souvent, quand on voit les gens qui ne s'entendent plus, il faut juste prendre un peu de recul et se rendre compte à quel point ça va être énergivore en fait de se disputer justement pour tout. Et on est mieux de se poser et d'essayer justement de trouver des solutions. Vraiment. Et les solutions, dans le pire des cas, c'est la vente du bien, mais c'est aussi la possibilité de racheter les parts de l'autre. C'est ça, Renaud aussi, c'est possible aussi ? Alors ça, c'est une question très intéressante, c'est de dire qu'est-ce qui se passe si je veux reprendre la part de l'autre. C'est une question qu'on a très souvent dans les études. Les parties arrivent en ayant déjà un peu discuté, en se disant mais tiens, j'ai payé autant dans le crédit, comment est-ce que ça se passe ? Le seul raisonnement qui est correct, c'est de dire ok, combien vaut votre immeuble ? Combien vous auriez si vous le vendiez demain ? Donc, c'est-à-dire que, imaginons que le bien vaut 250 000 euros. Ok, on va le vendre, 250 000 euros. On va enlever les frais, le remboursement du crédit, l'éventuelle convention qu'on a fait par rapport à un apport différent, et on va partager le reste par deux. Ça, c'est la base du raisonnement. Et donc, si dans mon exemple, on vend un bien, on a un bien qui vaut 250 000 euros, que l'on doit encore à la banque 150 000 euros, et que un des deux avait amené 25 000 euros, eh bien, on va enlever ces montants-là, et on va partager la différence par deux. Et donc, celui qui cède sa part récupère le même montant environ, puisqu'évidemment il y a une part un peu toujours de négociation, que s'il vendait l'immeuble. Et celui qui reprend le bien va payer les frais pour reprendre le bien, il va mettre ça à son nom, il va libérer l'autre du crédit. Ça, c'est évidemment qui n'est pas une mince affaire, c'est l'engagement. La condition, c'est que quand on se met d'accord dans une sortie d'indivision, c'est comme ça que ça s'appelle une cession de droit par un des deux, celui qui reprend, il doit payer la part de l'autre s'il y a une part à payer et libérer l'autre de tous les engagements dans la banque. Ok.
En fait, aussi vraiment, ce qui est important, c'est, on l'a dit tout au long de l'épisode, mais le fil rouge, c'est vraiment la communication. Avant, pendant, après. Et donc, à la sortie, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut toujours essayer de garder le dialogue, toujours essayer de communiquer, parce que c'est ça aussi qui va faire en sorte que la sortie se passera de la meilleure manière possible. Et ça, vraiment, c'est un fondamental avant, pendant et après. Ok, parfait. Au niveau, peut-être que Renaud peut nous dire aussi au niveau fiscal, quand on rachète la part de l'autre, justement, Alors, il y a des droits d'enregistrement à payer, mais ils sont réduits. En région Wallonne, à Bruxelles, c'est 1% de taxe si on est 1%. En indivision. Et donc, ça permet de reprendre le bien. Au moment d'une séparation, quand on fait des comptes à deux, surtout s'il y a des enfants communs, il y a parfois des moyens de trouver des solutions en disant, écoute, est-ce qu'on peut pas rester en indivision le temps qu'éventuellement, pendant un an, on voit comment ça se passe. Et en fait, ce qui est difficile dans une séparation, c'est qu'on constate quand même, je crois que tu dois avoir la même chose aussi quand les gens mettent en vente et qui sont assez tendus, c'est qu'une séparation, c'est quand même parfois ou souvent source de grandes tensions, et on stigmatise cette tension sur l'immeuble, parce que c'est le seul élément, généralement, éventuellement avec la voiture et le chien, que l'on doit partager, et donc on se prend le chou sur des questions financières, surtout parce qu'en fait, on doit faire un peu le deuil de son couple, ce qui est difficile, et alors du coup, comme on n'a pas de discussion sur le couple, on fait la discussion sur la maison et sur les comptes de la maison, et tu vas prendre 1000 € de plus, etc. Et donc il y a des gens, je vois des gens qui ont vécu pendant 20 ans, 25 ans ensemble, et qui se chamaillent pour 1000 €, pour 1500 €, alors qu'ils ont dépensé des fortunes ensemble, qu'ils ont vécu ensemble pendant des années. Et en fait, ça ne vient pas de la maison, ça ne vient pas des comptes qu'on a fait, ça vient du fait qu'ils doivent faire le deuil de leur couple, et que la vente, la séparation immobilière est souvent un peu le moment qui permet de le faire. Il y a aussi la problématique aussi des fameux 5 ans aussi, on doit rester dans le bien pour pouvoir ne pas avoir de problème au niveau des abattements, tout ça. Si la séparation se fait avant les 5 ans, est-ce que l'État prend en considération la séparation comme une excuse valable ou pas ? Alors il y a la question de la force majeure, ouais. Et il y a surtout une bonne nouvelle, c'est que maintenant la région bruxelloise a changé son fusil d'épaule. Donc avant, si vous respectiez pas les 5 ans, vous deviez rembourser la totalité de votre abattement. Donc c'était quand même assez dur. Maintenant, le principe, c'est qu'il y a une proportionnalité. Donc, si après 4 ans, on vend le bien et qu'on ne respecte pas les 5 ans, eh bien, effectivement, vous ne devez rembourser qu'un cinquième. Bon, on a beaucoup parlé de la séparation. Pour terminer cette émission, il faut qu'on parle aussi du décès. Ça arrive aussi malheureusement. En cas de décès, il se passe quoi ? Alors, en cas de décès, c'est évidemment une situation qui est souvent malheureuse. Et il y a un élément qui va jouer, c'est qu'il y a une assurance vie généralement qui est prise, soit pour la totalité, soit pour une partie du crédit. Et donc, ça veut dire que le crédit va être en partie payé par le décès du conjoint ou du cohabitant. L'autre élément, c'est que si on a fait des conventions, ces conventions, elles s'imposent aux héritiers. Donc, si par exemple, un des deux a mis de l'argent et qu'il a des enfants d'une précédente union, ces enfants vont hériter de cette convention. Et donc, il y a moyen de se protéger dans les conventions dont on a parlé, non seulement pour soi-même, mais aussi pour ses héritiers éventuels. Mais par contre, l'idée, c'est évidemment de dire, ok, si je suis en couple et qu'un des deux malheureusement décède, l'autre est quand même protégé par cette assurance vie, par le fait que l'acte contiendra souvent une tontine, une clause d'accroissement qui le protège, ou éventuellement un usufruit qui vient de ce qui sont cohabitants légaux ou mariés. Peut-être juste petite précision pour ceux qui ont un peu les idées tordues. L'assurance vie, elle n'intervient, elle n'intervient pas si vous tuez le conjoint. Hein. Ça marche pas. Merci, ça, hein. Merci pour cette précision, Sylvain. Bon, c'est déjà l'heure de terminer cet épisode, Sylvain. Moi, ça me fait rire quand tu entends tout ce qui s'est dit aujourd'hui. T'as pas envie de prendre rendez-vous avec ton notaire là ? Non, si je prends rendez-vous avec mon notaire, c'est pour acheter un nouveau bien alors. Voilà, mais quel idéaliste. J'aime bien. Tu respires l'amour, la joie. Ça te fait pas peur d'entendre tout ça? Non, moi ça me fait pas peur parce que je me suis jamais posé ces questions. Okay. Et bon, je me dis, sur le fond, c'est quand même un petit peu malheureux parfois de se dire, finalement, oui, un bon mariage, en fait, c'est déjà prévoir un bon divorce. C'est pas trop dans mon mindset. Ok, mais on va quand même conseiller aux gens d'anticiper et d'aller voir le notaire. Mot de la fin, Elodie, si tu devais dire quelque chose, est-ce qu'on a tout dit? Est-ce qu'il faut rajouter un dernier petit truc? Il y a tellement de choses à dire tout le temps que ça nécessiterait un deuxième épisode. Mais vraiment, ce que je pourrais dire, c'est que investir en couple, c'est une très belle aventure. Ce serait dommage de passer à côté à partir du moment où vous avez trouvé une bonne personne avec qui faire un projet de vie. Maintenant, il faut aussi parler de la temporalité. Peut-être que maintenant, à l'instant T, pour vous deux, c'est peut-être pas le bon moment. Peut-être qu'il faut d'abord acheter seul, chacun un bien, puis après on avance, on achète quelque chose en commun. Tout est faisable, tout est possible en fonction de vos objectifs, donc parlez-en et puis passez à l'action et c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner sur la fin. Renaud, tu nous as beaucoup aidé dans cet épisode, tu nous as alerté sur pas mal de choses. Est-ce qu'il y a un dernier point que tu veux mettre en évidence? Non, c'est comme ça a été dit, on parle évidemment de questions un peu entre guillemets comptables et des chiffres et de conventions. C'est une aventure humaine, il faut y aller franco
éco, avec le cœur gros, et on y va, on achète ensemble, on se fait confiance, mais effectivement, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas simplement dire, ok, mais moi j'ai mis autant, faisons les comptes comme des grands, ça ne doit pas être un sujet. Parfait, merci les amis pour ce bel épisode. On vous retrouve très bientôt dans d'autres épisodes, puisque toutes les 2 semaines il se passe plein de choses sur notre chaîne YouTube. On vous remercie à vous aussi d'avoir participé à cet épisode. N'hésitez pas à commenter, à continuer à poser toutes vos questions. Il y a certainement des questions qui sont restées sans réponse, mais nos experts, nos chroniqueurs vont tous les jours voir s'il se passe des choses en dessous de nos vidéos. On remercie nos partenaires, évidemment Imovlan, PNV, Eloya et Belcharge et Brico aussi qui nous a rejoint cette saison. On vous dit à très bientôt. Ciao. À bientôt.